Bonsoir tout le monde. Donc, on se retrouve pour le festival Hors Limite 2021. Cette fois-ci, en fait, ça sera en visioconférence à la médiathèque Georges Brassens à Drancy, qui fait partie du réseau des médiathèques de Drancy, Duny et Le Bourget, où vous pourrez retrouver en fait Mississippi Solo de Eddie L. Harris, ainsi que tous les autres romans Harlem, Paris en noir et black et Jupiter et moi. Alors, je vais vous présenter le déroulé de la rencontre. Je vais d'abord vous présenter l'auteur que nous accueillons, son œuvre Mississippi Solo. On va échanger avec lui et ensuite vous aurez un temps de questions où vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à l'auteur. Alors, je vais vous présenter l'auteur. Donc, c'est un auteur américain qui est né à Indianapolis en 1956. Il a étudié à l'université de Stanford. Il a fait des études de journalisme et de cinéma. Et ensuite, il s'est lancé dans l'écriture. Au niveau de ses influences littéraires, on peut citer James Baldwin, Truman Capote et John Steinbeck. Il a écrit plusieurs romans dont Harlem, Jupiter et moi, Jupiter et moi et Paris en noir et black, qui sont publiés en France. Mississippi Solo a été publié en septembre 2021 et c'est son premier roman qu'il a publié aux États-Unis. En 2007, il a reçu le prix du livre Poitou-Charentes pour Harlem. Et ensuite, son travail d'écriture a été reconnu par le Centre national du livre pour l'œuvre Jupiter et moi. Je vais vous présenter maintenant Mississippi Solo. Donc, c'est son premier roman qui a été publié en 1988 aux États-Unis et il a été édité en 2020 chez Liana Levy. Son livre est devenu culte aux États-Unis. Il nous raconte son voyage périlleux, donc une descente du Mississippi seul en canoë, une sorte de voyage initiatique qu'il a entrepris à l'âge de 30 ans après 7 années de doutes et d'échecs dans l'écriture. Il décide de descendre seul le Mississippi depuis sa source dans le Minnesota jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Il souhaite aller à la rencontre des habitants tout le long des 6500 km du fleuve, essayer d'aller au-delà des préjugés sociaux et raciaux. Donc, je peux vous diffuser une carte du Mississippi pour voir à peu près l'itinéraire qu'a parcouru Eddie L. Harris. Donc maintenant, je vais te poser quelques questions, Eddie. D'accord, je suis là, je suis prêt, tout est bon. Oui. Alors, Mississippi Solo est ton premier roman aux États-Unis, mais il n'a été édité en France, il a été édité aux États-Unis il y a plus de 30 ans. Et moi, je me demandais en fait pourquoi il a été édité que maintenant en France. Ah, ça c'est une bonne question, je me pose la question tous les jours. Je ne sais pas pourquoi, c'est maintenant. Mais évidemment, c'était le meilleur moment possible. Avec le confinement, avec les élections américaines. Et je pense aussi le fait que j'avais déjà refait le voyage le long du Mississippi et j'étais en train d'écrire le deuxième volume. Donc peut-être mon éditeur a décidé que maintenant c'était le moment de donner un avant-goût pour le deuxième livre. D'accord. Très bien. Pourquoi as-tu choisi le Mississippi et pas un autre fleuve? Est-ce que c'est parce que c'est un fleuve mythique qui est indissociable de l'histoire américaine? Il y a deux raisons principales. La première, c'était parce que je connaissais le Mississippi. J'ai grandi à Saint-Louis. J'étais à côté du Mississippi pratiquement tous les jours de mon enfance. Et j'avais une relation avec le fleuve. Même si j'ai jamais pris un canoë le long du Mississippi, même j'ai jamais mis mes pieds dans l'eau dans le Mississippi. Mais j'avais une relation avec ce fleuve qui était à côté de moi. Ça symbolisait beaucoup de choses pour moi jeune. Et dans l'histoire américaine, la culture américaine, le Mississippi se montre très, très, très important. Donc, quand on pense à faire quelque chose farfelu dans une fleuve, c'est bien sûr le Mississippi. Oui, d'accord. Dans Mississippi Solo, page 44, en fait, tu fais référence à Ernest Hemingway. Donc, est-ce que tu as eu envie de faire comme lui, de te lancer dans un projet Non, pas exactement comme lui, mais il était un écrivain que je lisais beaucoup quand j'étais jeune. Et il y avait pas mal de confluences
confluence dans sa vie et la mienne. Oui. Le fait, par exemple, que j'habite en France. Je ne peux pas dire que c'est dû à M. Hemingway, mais il avait une influence sur tout son livre Paris est une fête. Oui. J'adorais ce livre. Plus le fait qu'il courait avec les taureaux à Pampelune, et ça m'a attiré aussi. Donc il y avait toujours quelque chose de très grand dans la vie et les œuvres de Hemingway. Donc, quand je parle d'Hemingway, c'est pas vraiment une comparaison avec Hemingway, et c'était pas de me mettre dans les chaussures d'Hemingway non plus, c'était Oui. plutôt de dire que Hemingway est un écrivain très masculin qui faisait des choses très homme. Et quand j'ai décidé de faire le Mississippi, bien sûr, on fait référence, c'était de même titre que j'ai fait référence à Mark Twain dans le livre. Il faut parler des gens qui ont formé un peu le mythe américain, Oui. soit masculin, soit littéraire, et avec le Mississippi, c'était le véhicule avec lequel je peux parler des deux. D'accord. Bien justement, à propos de Mark Twain, en fait, quand tu es arrivé dans la ville d'Hannibal, en fait, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que ça t'a fait de... Non, rien de spécial pour Mark Twain, parce que j'avais fait le périple de Saint-Louis à Hannibal plusieurs fois, pour voir les trucs touristiques. Tout est Mark Twain. Il y a le Mark Twain Café, le Mark Twain Automobile, le Mark Twain Bar, le Mark Twain, c'est partout. Donc, rien de spécial. Mais quand je suis arrivé à Hannibal, je savais que Saint-Louis était le lendemain ou le jour après. Et c'était une petite fête parce qu'il y avait deux amis qui sont venus me voir, qui m'ont fêté le voyage avec des pizzas, de la bière, et c'était plutôt fête que une sorte d'hommage à Mark Twain. Donc, pour moi, Hannibal, c'était une petite étape entre Minnesota et Saint-Louis, juste avant la fin, parce que quand je suis arrivé à Hannibal, je pensais en fait, je savais que j'allais arrêter quand je suis arrivé à Saint-Louis. Donc, Hannibal, pour moi, était la dernière fête avant l'arrestation de quitter le fleuve. D'accord. Et finalement, quand je suis arrivé à Saint-Louis, j'ai décidé de continuer. D'accord. Moi, ce qui m'a frappé dans ton livre, en fait, c'est que pratiquement toutes les personnes que tu as rencontrées étaient toutes bienveillantes avec toi, elles t'ont toutes aidé, toutes porté assistance, elles ont été très bienveillantes avec toi. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'humanité. Par exemple, Émilie qui t'a aidé à retrouver ton canoë que tu croyais qu'on t'avait volé alors qu'en fait, il était juste en train de, de dériver. Ou alors... un monsieur, je crois qu'il s'appelle Elton, et qui avait perdu son bébé et qui t'aidait à chercher un hôtel. Un logement. Oui. Du coup, est-ce que tu t'attendais à... Est-ce que tu as été surpris par cette bienveillance ou tu avais déjà des préjugés sur les personnes qui habitaient tout le long du Mississippi? Je ne peux pas dire que j'étais surpris. C'est étonnant, oui, bien sûr. Mais comme je suis qui je suis et comment je suis, c'était naturel depuis tous mes voyages. Pendant tous mes voyages, je voyais la bienveillance des gens. Donc, c'était pas une grande surprise que les gens étaient corrects avec moi. Il y avait deux personnages qui étaient un peu louches, mais le reste du temps, chaque personne que je croisais sur le Mississippi, il était très bien. Et je trouve qu'il y a quelque chose dans le Mississippi ou peut-être dans les gens en général, mais surtout les gens qui habitent à côté du fleuve, qui ont une relation avec le fleuve, comme j'avais. Sinon, je ne serais pas sur le fleuve avec mon petit canoë. Ils étaient plus... Ils ne me voyaient pas comme juste une personne qui passait. Ils me voyaient peut-être, je ne sais pas du tout, mais peut-être ils me voyaient comme une personne qui était là pour être avec eux pour un certain temps, qui n'était pas fou. Oui. Donc leur comportement était plus une personne avec une relation avec le fleuve face à une autre personne qui voulait avoir une relation avec le fleuve aussi.
Oui, parce qu'il y a eu, par exemple, Billy qui t'a fait un sandwich au jambon, alors que tu avais ta propre manière tu avais ta propre conception du sandwich au jambon, où tu mettais, je crois, de la moutarde. Oui, mais en plus, pas seulement une question de bienveillance, c'est aussi une question de ce que j'apporte à chaque rencontre aussi. Je suis assez souriant, je suis assez ouvert, je suis assez curieux. Et les gens, en voyant cette personne qui est curieux, souriant, qui est bien déjà et bien dans sa peau en même temps, naturellement, les gens veulent donner quelque chose à cette personne. Donc la générosité est c'est pas un chemin en sens unique, c'est un va-et-vient. Et je donne quelque chose et je reçois quelque chose. Je reçois quelque chose et je redonne quelque chose. C'est comme ça. Oui, un peu comme la loi de l'attraction, on reçoit ce qu'on attire en fait. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de ça dedans. Tu as eu une remarque raciste ou tu as eu une personne qui t'a fait une réflexion sur ton gilet de sauvetage, avec une certaine inscription. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que t'as pas eu de rancœur en fait. Il y a plusieurs manières où on peut répondre à une personne qui fait quelque chose, une bêtise. On peut répondre avec l'agressivité et la personne va répondre avec l'agressivité et finalement on tombe dans un malentendu. Ou on peut essayer soit de le comprendre, soit de déflecter, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas si défléchir est un mot, mais de défléchir le commentaire. Avec la manière où j'ai répondu à cette personne, c'était clair que je n'étais pas heureux avec ce qu'il a dit. Oui. Mais comme je n'étais pas agressif avec lui, il a le temps de réfléchir, de me suivre de ce café, de ce petit café dans le Wisconsin, de faire ses excuses et d'avoir un échange après. Oui, parce qu'il n'est pas méchant, il a dit quelque chose, une bêtise, juste parce qu'il trouvait drôle. Mais en fait, il était blessé parce qu'il voyait à quel point j'étais blessé par son commentaire. Donc il m'a suivi, on a eu une discussion et peut-être 30 ans après, c'est toujours dans sa tête et il a changé son comportement avec d'autres personnes de couleur qui croisaient. Parce qu'après, il y a eu aussi un autre incident. Il y a eu ça, c'était le contexte était pas marrant, mais je veux dire, tu étais en train de préparer tes pommes de terre et de faire griller du poulet. Tu étais en train de le savourer. Oh la vache, oui, ça c'était l'horreur totale. Et c'est pas seulement l'horreur à cause de ces deux racistes, les deux clowns avec leurs fusils, mais aussi le fait que j'ai raté mon dîner qui allait être excellent. J'avais l'eau dans la bouche pour préparer manger ce truc et il arrive ces deux garçons, les deux hommes avec leurs fusils qui me menaçaient et pour m'en sortir pour me sortir de la situation, il fallait gaspiller le repas, mais aussi de faire quelque chose pour les faire chasser. Oui, pour leur partir. Faire peur, oui. Ouais. En plus, tu t'es cassé la dent, quoi. Oui. Sur un rocher, tu t'es fait mal. Mais sinon, globalement, ce qui ressort, c'est que les gens ont été quand même très, très gentils avec toi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut transposer en fait ton récit avec la situation actuelle, parce qu'on vit une situation assez compliquée d'un point de vue sanitaire, où on est tous méfiants les uns des autres, parce qu'on a peur que lui ait le Covid, etc. Et en fait, ça nous rappelle qu'il faut s'entraider, être bienveillant envers les uns les autres, puisque c'est le point. Oui, je pense que c'est nécessaire dans la vie de s'aider. Parce que si on reste égoïste, moi avec le Covid, je reste avec mon Covid, je propage le Covid partout.
Il faut en fait être plus veillant des autres aussi, de dire que même si j'avais le Covid, je ne veux pas que mon entourage est touché par cette maladie, qui vont continuer à propager. Je pense que pour avoir un peu d'humanité dans la vie, il faut être conscient de l'autre, toujours conscient de l'autre. Mais c'est ce qui ressort énormément dans ton livre, en fait. Oui, et c'est pas seulement, comme j'ai dit, c'est pas seulement dans le sens unique, c'est le retour aussi. Et les gens qui m'ont vu, ils étaient aussi conscients de moi, de ma situation, la possibilité que j'avais besoin d'aide, ou un sandwich jambon, ou autre chose. Et chaque personne, sauf les deux bouseux, chaque personne est venue à m'aider. Ou au moins m'offrir un café, une bière ou une conversation. Et c'était formidable ce voyage. Et ben là, pour rebondir sur les pommes de terre et le poulet grillé, je trouve que toujours en France, la conversation retombe sur la bouffe. Oui, toujours. C'est pas encore l'heure du dîner, hein, bientôt. Donc en fait, tu as un rapport très important avec la nourriture. Tu fais des descriptions. Enfin, ça. Pareil, tu te soucies de bien manger, parce que moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans ton canoë, tu as ramené des boîtes de conserve, de haricots, etc. Mais tu manges pratiquement que dans des restaurants, en fait. Non, pas exclusivement. Déjà, parce que je n'avais pas beaucoup d'argent dans ce voyage. Mais je parle des moments où j'étais dans un restaurant. Et c'est vrai que la cuisine est très importante dans ma vie. Une raison peut-être que j'habite en France, c'est pour la bouffe. La nourriture, oui. La nourriture, et tout tourne autour de ce qui est très important. Et en plus, sans rire, pour entrer dans une conversation avec une autre personne, la meilleure façon de le faire, c'est d'offrir à manger ou à boire. Oui, les gens sont toujours accueillants quand on est partageant avec quelque chose à manger ou quelque chose à boire, même si on ne boit pas ou on ne mange pas. Mais ça, c'est une entrée dans une culture et aussi dans une conversation avec une autre personne. Parce que c'est marrant, tu veux manger tes frites avec de la mayonnaise, tu veux du poulet frit ou du poulet grillé, un bon cheeseburger que tu n'avais pas pu savourer à cause de ta dent cassée. Oui. Oui. À un moment, il y a un passage aussi où tu fais du canard grillé. Tu as dépecé des canards. Oui, il y avait 2 chasseurs qui m'ont croisé dans le périple, et je ne sais pas s'ils ont tué les canards légalement ou pas, c'était pas vraiment la saison, mais ils m'ont offert trois de leurs canards. Oui. Et j'ai dû éplumer et vider les canards pour les rôtir dans mon petit feu. Oui. C'était excellent. Des poissons chats frits aussi. Ah, ça c'est peut-être mon plat préféré. Ah. Surtout quand j'étais dans ce voyage. Je savais Poisson frit, poisson chat frit, c'est excellent, absolument excellent. Je savais même pas qu'on pouvait manger des poissons chats. Bon. Et il y a aussi un rapport aussi important avec la nature. On sent que tu aimes la nature, que tu aimes l'environnement, que tu te soucies de l'environnement. Et est-ce que pour toi, c'est aussi une manière de revenir à l'essentiel, de se recentrer sur soi, sur la nature et d'apprécier le moment Je pense que tout ce voyage était ça. Mais en fait, je n'étais pas vraiment nature quand je suis parti. Je ne faisais pas du canotage quand j'étais jeune, un peu de chasse, un peu de pêche, mais pas beaucoup de trucs dans la nature. J'étais un garçon de la ville. J'aime toujours la ville. Mais à ce moment-là, je me suis mis en contact avec la nature dans une façon que je n'ai jamais eue avant. Et maintenant, bien sûr, je suis très conscient de ce qui se passe dans la nature. Mais à ce moment-là, c'était le moment qui a créé cette relation que j'ai maintenant avec la nature. Avec la nature, ouais. Ça fait même penser aussi au film Into the Wild, je ne sais pas si tu... Oui.
Oui, je le connais. Ouais. Moi, ça m'a fait penser à ça. Mm. Donc, c'est bien. Mais on ne peut pas être dans un voyage comme ça pour si longtemps, lançant la tente chaque soir, faire un petit feu, manger quelque chose dans la nature, dans la sauvagerie des États-Unis, sans être mieux en contact avec la nature, de comprendre ce que fait la nature. Et quand je dis ce que fait la nature, ça veut dire qu'il y avait un changement dans moi à cause de ce voyage. J'étais, comme je dis, j'étais un citadin à 100%, et maintenant je suis plus campagnard, paysan. Je pense plutôt à la nature que je pense à la ville, et je ne sais même pas sûr, je suis même pas sûr si je pouvais retourner vivre dans une ville maintenant. Oui, je comprends. Je comprends. La silence ou le silence, le temps de réfléchir quand on est dans le calme des arbres et la nature comme ça, c'est formidable, mais aussi ça donne le temps de réfléchir à l'intérieur de soi. Oui, je comprends. Ne pas être pris dans un tourbillon, de vivre à son heure, oui, je comprends. Du coup, ton objectif de descendre le Mississippi, c'était de te recentrer, de te retrouver, d'apprendre à te connaître. C'était surtout pas de faire un livre, c'était plus pour moi. Le voyage était un voyage d'intérieur. Et si j'ai trouvé quelque chose à écrire après, c'était parce que j'avais tous ces rencontres qui étaient tellement formidables. Mais l'objectif du voyage, c'est de me retrouver, de penser à la vie avec un grand V, et de réfléchir et d'être dans moi-même pour savoir qui j'étais, qui je suis, et comment je peux sortir de cette malheurosité d'échec. Oui, de savoir rebondir, de rebondir et puis d'être bienveillant envers soi-même avant tout, en fait. Voilà, oui. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu as mangé alors un McDo avec Jim? Parce que dans le livre, Jim t'avait dit qu'on se retrouve dans un McDo, je crois que c'était dans un bateau à Hob. Et il t'avait proposé, si on se retrouve, de manger un McDo. Bizarrement, j'ai pas de souvenir de ça. Et surtout pas du McDo, parce que McDo, c'est pas quelque chose que je mange. Ah, bon. Mais si j'ai mangé un McDo quand j'étais dans le Mississippi ou sur le Mississippi, c'était la dernière fois que je l'ai fait. Waouh! Ton livre, à sa sortie, en fait, a eu un succès immédiat. Et comment tu l'as accueilli, ce succès? Juste avant la sortie du livre, je savais qu'il y avait quelque chose qui était dans l'air. Donc, je suis parti pour faire la pêche en Écosse. J'ai pris une maison dans la limite du nord de l'Angleterre et l'Écosse pour faire beaucoup de la pêche et de rester tranquille, encore d'avoir un peu de temps pour réfléchir de mon avenir, parce que sachant que ce livre allait changer ma vie, il y a une façon de regarder la possibilité de succès. Est-ce que j'allais laisser le succès me toucher vraiment, ou est-ce que je peux trouver un moyen de rester qui je suis? Très simple, très humble, très simple en tout cas, et pas vraiment influencé par le fait que j'étais un échec avant ou un succès après. Donc ça, c'était quelque chose qui était très important, de ne pas me laisser changer après un peu de succès. D'accord. Ton livre est devenu culte aussi aux États-Unis, donc comment tu l'expliques? Aucune idée. Aucune idée. Je pense, mais quand je dis ce que j'allais dire, ce que je suis en train de dire, les gens ne me croient pas et ils ont des arguments contre ce que je vais dire. Je pense que le fait que Mississippi Solo a été un succès, c'était dû au fait qu'un noir écrit
dans la bonté de la vie et il ne parle pas beaucoup de questions raciales. Tous mes autres livres, je plonge dans les questions d'identité, les questions de race, la politique un peu. Mais Mississippi Solo est hyper simple, hyper, je peux dire un peu pur, du fait qu'une personne, peu importe sa couleur, peut monter dans un canoë et faire ce voyage en plus ou moins toute sécurité. Et je pense que ça a touché quelque chose dans les gens quand ils voient les écrits de la plupart des Noirs. Peut-être ils voient une sorte d'agressivité, une sorte de réclamation de quelque chose. Mais ce livre est tellement simple que on ne sait pas vraiment, surtout pas tout le temps, que l'écrivain était noir. C'était juste une personne qui avait une vie où il a touché le fond des choses et il voulait remonter. Peu importe sa couleur, peu importe sa situation, il était cette personne et comment suivre cette personne et est-ce que dans moi, le lecteur, est-ce que je peux trouver la même chose que cet écrivain a trouvé. Et je pense que ça doit être ça. Sinon, je ne trouve pas une autre raison. C'est juste quelque chose qui est très simple et peut-être pas mal écrite non plus, mais très simple, qui parle des choses importantes. Ton livre est étudié dans les classes. Oui. Et qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que toi, tu souhaites transmettre aux élèves à travers ton livre? Bon, que tout est possible dans la vie. C'est juste une question de se connaître. C'est la plus importante de toutes les choses. De se connaître et en se connaissant, de savoir si on s'aime ou pas. C'est ce que j'ai appris à la fin de ce voyage. Pas seulement qui je suis, qui j'étais, qui je voulais être, mais aussi tu passes 2 mois tout seul dans un canoë, tu sors du voyage, soit aimant cette personne, soit pas. Et je pense que c'est très important de s'aimer, de savoir s'aimer, de changer les choses qui sont pas trop bien et de trouver un moyen de s'aimer tout le temps. Et ça, c'est le message principal du livre. Le deuxième message du livre, c'est que les gens sont sympas. Si on éteint pas la lumière, mais la télévision, si on arrête d'écouter les infos tout le temps, ouais, on ose de sortir de la maison et faire une rencontre avec un inconnu. C'est la meilleure chose au monde pour connaître le monde. Et c'est ce que j'ai fait après ce voyage. Je suis parti en vadrouille comme ça, sans planning, sans programme, juste de faire la connaissance des gens. Oui. Et est-ce que tu as des élèves qui te disent oui, moi j'aimerais bien faire comme vous, prendre mon canoë aussi et descendre Pas seulement les élèves ou les étudiants, mais les gens, ils ont fait. Quand j'ai fait le deuxième voyage, il y avait pas mal de gens sur le fleuve, dans le canoë ou kayak que j'ai croisé, qui ont lu Mississippi Solo. Une personne spécifique qui était en train de, en fait, déménager de Minneapolis à Nouvelle-Orléans. Et son père lui a donné Mississippi Solo pour l'encourager de faire quelque chose de assez grand dans sa vie avant de partir pour changer son boulot, changer sa vie, changer tout. Et elle était dans le Mississippi avec Mississippi Solo et on a parlé de ça et ça c'était extraordinairement étrange pour moi de croiser quelqu'un qui a lu mon livre mais aussi qui a été tellement influencé par le livre qu'elle était en train de descendre le Mississippi. Mais je croisais plusieurs personnes qui ont été influencées par ce livre. Et ça, pour un écrivain, de voir concrètement à quel point son livre a touché les gens et a changé peut-être la vie des gens, ça, c'est incroyablement bien. D'accord. Bien justement, on va parler de la deuxième traversée que tu as entrepris en 2014. Donc, tu as de nouveau redescendu le fleuve et tu en as fait aussi un film documentaire. On va passer un petit extrait pour voir ce qu'il en est.
part of my wanting to be on this river is to get away from the world and yet be in it at the same time. How long are you going to be in the canoe? Until I get to New Orleans. When you told me about your project, and I was thinking about you, I said, Eddie is out of his damn mind. You got more guts than me. Why do you say that? Ain't no way I'm gonna be on something that ain't got a motor on it. Just if one of these barges come by here kicking their wake up, you going under. I mean, I look at it right now and see how fast it's flowing. You'd better respect that river. Being down here in the South, you got people that's still living in the old days. We have problems in race relations and politics big time. The subtext question is, whose river is this? And if it is ours, then it's mine. And if it's mine, then I can do this thing. This river is an economic artery for the whole country. It's the breadbasket of America and the world, really. If it weren't for the river, I would not be here. Sometimes we take it for granted because it's here. It's always here, it's always going to be here. And that's not the case. Ultimately, everything that is trapped upstream will break loose. It will cause destruction at an unfathomable scale to us. We have to recognize that this river, this land, this country belongs to us too. The longer this goes on, the more we realize that there just aren't that many differences between us. The river has changed. America has changed. This river now is my river. Donc, ton film documentaire, River to the Heart, a été présenté au Festival international du film de Saint-Louis et il a été récompensé, je crois, en 2017. Est-ce que pour toi, c'est une consécration de toutes ces années, de ces 7 années où tu as un peu eu des difficultés en tant qu'écrivain? Est-ce que ça t'a conforté dans la décision que tu avais prise de traverser pour la première fois le Mississippi, de te dire j'ai pris la bonne décision de me lancer et puis Non, pas spécialement. Même ça, c'était la raison en fait pour la première voyage. Oui. Et la deuxième descente n'avait rien à voir avec la première, sauf je savais que j'allais faire quelque chose de différent. L'idée, deuxièmement non plus, n'était de faire un livre. L'idée était de faire ce documentaire. Je voulais revisiter le pays après je ne sais pas combien d'années hors du pays, avec des voyages de haut en bas, de droite à gauche, partout dans le monde. Et je voulais revisiter le pays qui était ma pays de naissance, mais pas vraiment mon pays, de savoir qu'est-ce qu'il est devenu dans mon absence. Est-ce que j'allais retrouver la même générosité parmi les gens que je croiserais dans le deuxième voyage ou pas? D'accord. Et effectivement, oui, c'était un bon projet, mais sans le premier, je n'aurais pas eu la possibilité de faire le deuxième. Et pas seulement parce que le deuxième, naturellement, c'est la suite du premier, mais aussi parce que le succès qui venait du premier m'a mené sur la possibilité de faire le deuxième. D'accord. Et est-ce que ça a été difficile est-ce que faire ton documentaire a été difficile, par exemple, en termes de montage, de budget? En termes de budget, c'était horrifique. Je suis toujours endetté à cause de ce film. Mais comme vous voyez, quand on voit dans le petit extrait, le film est très très beau. J'ai embauché les meilleurs caméramans du monde. Dans le monde de documentaire nature, j'ai embauché 3 caméramans qui étaient le top de la profession. C'était difficile à faire, c'était peut-être une erreur parce que peut-être je n'aurais jamais récupéré l'argent que j'ai dépensé pour le faire. Mais globalement, je suis content de l'avoir fait. Non, c'est le principal. C'est beau, c'était un risque mais ça méritait le risque. Le fait que je termine avec un projet tellement bien, tellement beau,
ça veut dire que ça valait la peine. D'accord. Est-ce que tu as remarqué des différences entre ta première descente et ta deuxième? Est-ce que c'était mieux? Pas trop? Est-ce que tu as des Je dirais choses pas mieux, je dirais même pas différence, sauf que j'avais 30 ans plus d'âge, donc 30 ans moins de muscles, 30 ans plus d'arthrose, 30 ans plus de difficulté de monter dedans et de sortir du canoë. Mais j'avais 30 ans plus d'expérience dans la vie aussi. Et quand je croisais les gens, et la raison en fait de faire le livre après le film, c'était que j'avais des moments extraordinaires qui n'étaient pas basés sur la caméra. Quand une équipe de tournage est présente, ça peut changer le rapport avec le présentateur et la personne en face. Heureusement, il n'y avait pas d'argent pour l'équipe, me suivait tout le temps. Et j'avais des rencontres avec des gens qui n'avaient rien à voir avec le tournage. Donc je voulais faire le livre, le deuxième livre, pour raconter à quel point les gens sont, même avec tout ce qui se passe dans le monde, même avec Trump sur l'horizon, même avec le monde qui semble parfois de tomber dans les ruines de racisme. Je voulais montrer à quel point, je voulais dire à quel point les gens avec un noir dans son canoë sont accueillants, sont généreux, sont formidables tout le temps. Et je pense que le leçon de deuxième voyage, c'est que le moment où on arrête de parler ou de penser comme un groupe et de voir l'individu en face comme un individu, les choses sont différentes. Donc, je remonte à cette question de éteindre la télé, couper les infos et de faire des rencontres avec les gens. Parce que dans ce deuxième voyage, c'était ça. La raison de faire le deuxième voyage était exprès pour faire des rencontres avec les gens. D'accord. Et donc, du coup, alors qu'est-ce que tu penses de l'Amérique d'aujourd'hui? D'aujourd'hui, après les 4 ans de Trump, c'est un peu difficile. Je reste optimiste parce que c'est ma nature. Je suis un optimiste. J'ai confiance toujours dans les Américains. Et je pense que même avec tout ce qui est mal dans le pays, tout ce qui est malsain, je pense qu'à un moment ou autre, on va rebondir et retrouver le bon chemin. C'est un pays magnifique, les gens sont super. Ils ont besoin d'une pousse pour dire il faut faire autrement. Et je pense qu'ils vont le faire. Maintenant, on va parler de ta vie en France. Donc, depuis 2005, tu es installé en Charente. Est-ce que tu as remarqué des différences? Je pense qu'il doit y avoir des différences entre les États-Unis et la France. Donc, qu'est-ce qui t'a le plus frappé? Bon, sans tomber sur les clichés, chaque pays a sa particularité. Mais en France, c'est pas seulement un style de vie qui est différent. Parce que oui, bien sûr, on peut rester dans un café pendant des heures avec un petit café, sans être embêté par les serveurs de consommer ou partir. Ça, c'est l'éthique américaine. Consommer ou aller ailleurs. Et en France, on est beaucoup plus tranquille. Mais sans parler de ça, il y a aussi une façon de voir le monde, une façon d'être dans le monde qui m'attire le plus. On réfléchit plus que les Américains. J'hésite de dire que les Français sont plus intelligents, ou plus instruits, ou plus intellectuels que les Américains, mais au moins le mot intellectuel n'est pas une insulte en France. Quoique, en Amérique, les gens qui se disent intellectuels sont mal vus par les autres personnes. Donc c'est une pensée, une façon de penser, une façon de voir le monde, une façon d'être dans le monde même,
Et je pense que quand je suis en France, je suis plutôt dans le monde d'une façon complètement différente que quand j'étais aux États-Unis. Le monde existe pour les Français. Le monde n'existe pas dans cette île des États-Unis. D'accord. Tu dis que tu apprécies beaucoup la solitude et que la solitude, ce serait même toi. Donc, moi, ce qui m'intéresse, ce serait de savoir justement comment l'apprivoiser, cette solitude, parce que ça fait... En tout cas, moi, la solitude me fait peur. Donc, je trouve intéressant d'avoir des conseils justement pour apprécier notre propre compagnie, en fait. Mais 2 mois tout seul, encore on apprend à s'aimer ou pas. Et en apprenant de s'aimer, on apprend aussi d'aimer la solitude. La raison de ne pas apprécier la solitude, c'est en fait une façon d'éviter d'être avec cette personne. Et comme après ce voyage de 2 mois, je me suis apprécié même plus qu'avant, je pense que j'ai trouvé une appréciation pour la solitude aussi. C'est intéressant. Donc, la meilleure façon de connaître la solitude et d'être proche à la solitude, c'est d'être seul. Mais de savoir qui est la personne avec qui tu es dans cette solitude. Parce que c'est vrai que c'est difficile finalement de nous rencontrer nous-mêmes, en fait, de savoir... oui, mais je pense qu'on l'évite tout le temps aussi. En faisant beaucoup de choses, maintenant, on est toujours... Tu prends le métro à Paris et tout le monde est dans le smartphone. La même chose dans le bus, où on est toujours occupé par d'autres choses au lieu d'être dans notre propre compagnie. Je vais te demander maintenant de nous parler un peu plus de ton métier d'écrivain et tes projets en fait d'écriture. Tu n'aimerais pas t'essayer à un autre style littéraire, par exemple écrire du polar ou Ouais, j'ai commencé un polar il y a quelques années que j'ai jamais terminé. J'ai 350 pages de excellents textes, le texte formidable, mais je ne sais toujours pas qui est le coupable, ni qui est le victime. D'accord. On commence avec un crime, il y a une personne qui a perdu quelque chose, mais je ne sais pas dans l'histoire qui est cette personne, ni qui était la personne qui l'avait fait. Donc, je suis un peu perdu, donc je laisse ça à côté, mais un jour, je vais reprendre le texte. Entre-temps, je vais continuer à écrire sur mes périples, un peu ma vie personnelle, mais aussi, je pense que c'est le moment de passer vers la fiction, d'écrire des romans, des romans purs. Tu envisages d'écrire en français? Est-ce que j'envisage? Oui, bien sûr, j'envisage. Mais je sais que je ne suis pas vraiment capable de le faire parce que en m'écoutant maintenant, on voit à quel point je cherche des mots, je cherche des expressions, je ne suis pas vraiment... Je ne peux pas dire que je ne suis pas confortable en français, mais je ne parle pas comme un français. Et je dis souvent que je parle anglais avec des mots français, qui n'est pas la même chose. Oui. Donc, d'écrire en français, c'est autre chose. Non, je ne suis pas prêt. Peut-être dans 30 ans, je vais essayer d'écrire quelque chose en français. Et est-ce que tu écris en ce moment? Est-ce que tu es sur un projet d'écriture? Oui, je suis en deux petits projets, une fiction, et un autre qui parle le sujet et pourquoi moi. J'ai envie d'explorer pourquoi cette personne est le receveur de tout ce qui est bon dans la vie. J'ai pas d'argent, je suis pauvre, j'habite très très simplement. En même temps, je ne vois pas autour de moi une autre vie qui est aussi bien. Donc pourquoi les gens dans le fleuve
sur le fleuve, pourquoi les gens étaient tellement bien avec moi? Si ils peuvent être bien avec moi, ils peuvent être bien avec le reste du monde aussi. Donc, pourquoi le monde est dans cette situation où on se trouve? Donc, j'ai envie de savoir si c'est quelque chose dans moi qui sort, qui attire quelque chose, ou est-ce que c'est quelque chose que je donne aux gens et je reçois au retour, ou quoi? Mais pourquoi j'étais tellement chanceux dans cette vie que tout ce qui est bon tombe sur moi et le malheur, je suis arrivé à l'éviter. C'est perplexe, mais donc, je ne sais pas si ça va marcher comme livre, mais au moins c'est une exploration dans mes pensées. Moi, je te le souhaite en tout cas, hein, que ça marche. Est-ce que tu as eu des propositions cinématographiques pour adapter Mississippi Solo sur grand écran? Il y a, quand le livre est sorti aux États-Unis, oui, j'avais un producteur qui a acheté les droits, ou au moins il a acheté une option pour faire quelque chose. Mais comme le livre est un peu beaucoup interne, il n'y a pas beaucoup d'action, sauf un mec dans un canoë. C'est le même problème que j'avais avec River to the Heart. C'est la même chose, il n'y a pas beaucoup de conflits dans le voyage. Et les gens, ils cherchent toujours le conflit pour attirer un public. Donc, je ne vois pas, sauf si on invente beaucoup de choses autour du voyage, mais ça serait vraiment une invention, mais je ne vois pas comment faire un film de Mississippi Solo. D'accord. Je vais te demander de nous lire un extrait, un passage que tu préfères dans Mississippi Solo, qui t'a touché, Ouais, ça c'est difficile parce que tout ce livre m'a touché. D'accord. Tout ce livre est très très beau, il faut dire. Mais je vais lire un extrait qui parle de un vieux monsieur qui m'a encouragé en fait de faire ce voyage après toutes les autres personnes que je connaissais ont dit non, ne le fais pas. Et ce vieux monsieur qui était mon oncle en fait, qui a vu quelque chose dans le voyage et il m'a pas dit de le faire, mais il m'a pas dit non plus de ne pas le faire. Il m'a encouragé de chercher ce qui était bon pour moi et de laisser toutes les autres choses à côté et de faire ce qui va me plaire. Donc, je lirai pourquoi 30 secondes ou 2 minutes? Comme tu veux. Oh ben, je peux lire pendant 2 heures encore. Bon, 2 heures, je ne sais pas, mais... Bon, le chapitre s'appelle Robert. D'accord. Un homme débordant d'idées a le luxe de les gaspiller, de passer sa richesse au tamis jusqu'au moment où il trouvera la bonne pour la bonne occasion. Il en perdra peut-être beaucoup, et il peut se le permettre. Chez celui qui n'a qu'une seule et grande idée, elle n'en devient que plus précieuse, un bijou, un bien noble et inestimable. Il a chéri comme un gamin son dernier sucre d'orge. Il le protège, il le cache et il le sort tous les soirs avant de se coucher, juste pour le regarder, le tenir dans la lumière, y réfléchir et se demander quand y goûter enfin. Hanté par son existence et le désir brûlant de se jeter dessus, une obsession. Pendant des semaines, la pensée de descendre le fleuve m'a tenaillé. Mais je n'avais pas de canoë, je n'avais pas de matériel de camping, je n'avais pas d'argent. La première réaction de mes amis m'avait réduit au silence et privé d'alliés, de soutien moral aussi, pour ce projet insensé. Et bientôt, il serait trop tard pour partir. On était déjà dans la première semaine d'octobre et la première neige était tombée dans le Minnesota, mon point de départ. J'ai pensé à un ami et j'ai fait appel à lui. Il ne m'aiderait pas à enfanter mon rêve, non, mais de tous mes proches, Robert, lui au moins, m'écouterait. Et ne me dirait pas que j'étais fou. Il ne me dirait pas de renoncer.
C'était un vieil homme et à chaque fois que j'allais le voir, j'étais sûr que ce serait la dernière. De plus loin, que je m'en souvienne, c'était mon ami le plus cher, une sorte d'oncle plutôt qu'un ancien, pour qui j'aurais eu de l'affection, le genre d'ami qui comprend tout, toujours. Le dernier recours alors qu'il devrait être le premier. Un vieil homme de l'ancien temps avec qui tous les problèmes pouvaient se résoudre en 2 ou 3 vers et 2 ou 3 heures à parler, lui à écouter surtout. Si on a besoin d'un bon conseil, il vaut mieux se tourner vers une bonne oreille. Les meilleurs avis, les conseils les plus utiles viennent de soi-même. Merci. C'était un très beau passage. Donc, pour conclure, avant de passer aux questions des lecteurs, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour la suite? Bon, je ne sais pas. Bon anniversaire, peut-être. Bon anniversaire. Merci. C'est pas mon anniversaire, mais on peut me le souhaiter quand même. On peut me souhaiter un bon succès, encore beaucoup de livres. Je suis toujours jeune, je reste jeune dans ma tête, si pas dans mon corps, et j'espère écrire beaucoup d'autres livres. Et de rester en France et de continuer à profiter de la vie et de partager la joie de vivre que j'ai avec tous les gens que je croise. D'accord. Ben, c'est ce que je te souhaite en tout cas. Donc là, on va passer aux questions. Alors, est-ce que tu as des auteurs aux États-Unis en ce moment que tu apprécies? Oui, ouais, apprécier, oui, bien sûr. Les grands écrivains comme Robert Rees, c'est un ami à moi, mais aussi un très bon écrivain, aussi un ami à moi, Stuart Onan, et c'est en fait lui qui m'a donné l'idée de faire le deuxième voyage dans le Mississippi. Donc c'est un excellent écrivain, mais aussi quelqu'un qui a la perspicacité, je ne sais pas si c'est un mot, perspicacité de voir ce qui était nécessaire pour moi. D'accord. Est-ce que tu as revu des personnes que tu as rencontrées lors de ta première descente? Non, et en fait, j'ai essayé avec toute ma force de l'éviter. Parce que finalement, après le premier voyage, même avant la sortie du Mississippi Solo, je suis allé revoir une personne qui habitait pas loin de Saint-Louis. Donc, je remontais pour un après-midi, passer un peu de temps avec quelqu'un mais dans le voyage, dans une nuit, il pleuvait, j'étais trempé, je suis allé dans un port de plaisance et j'ai passé des heures avec des gens. Le moment était formidable, mais je pense que le moment était le moment. Quand je suis retourné les voir, tout a changé. Oui, ils se souvenaient de moi, mais le feeling de cette première rencontre n'était pas le même. Et donc, j'ai décidé que, sachant que le moment est le moment, de ne pas essayer de recapturer ou de rattraper ce qui était déjà dans le passé. D'accord. Est-ce que tu lis des auteurs et de la littérature française en général? Oui, bien sûr, mais plutôt les gens qui sont morts, comme Victor Hugo. C'est mon auteur préféré de tout temps, de toute langue, tout pays et tout le reste. Je lis beaucoup de Victor Hugo. D'accord. Est-ce qu'il y a une possibilité que le film sorte? Une possibilité, oui. Je cherche toujours la diffusion et ça, c'est le problème. Et deux problèmes majeurs. Je ne suis pas dans le tuyau, je ne connaissais pas les gens qui connaissent quelqu'un, donc je suis toujours dans le vide, je cherche aveuglement. Et le deuxième problème, c'est ce problème de conflit. Il n'y a pas de conflit, c'est juste un voyage très très beau
avec des rencontres très très belles, mais pas, je ne suis pas mort à la fin du voyage. Il n'y a pas de drame dans le film. C'est très beau, c'est un documentaire, mais il manque peut-être quelque chose. Mais la plus grande quelque chose qui manque, c'est le tuyau, les connexions, de le mettre devant les yeux d'une personne qui va l'accepter. Mais j'espère que oui, un jour, je continue. Est-ce que les études de cinéma t'ont servi pour réaliser ton film? Non. Non. Oui, bien sûr, j'avais une certaine connaissance de comment faire un film. Mais c'est comme les ateliers d'écriture. On peut essayer, on peut plonger dans les ateliers ou dans les courses de cinéma. Mais je pense que la meilleure façon d'apprendre à écrire, c'est d'écrire. La meilleure façon est de lire beaucoup et écrire après. La même chose avec le cinéma, voir beaucoup de films, et j'ai passé peut-être trop de temps dans les cinémas quand j'étais adolescent. Et ça, c'est le professeur que j'avais. Et le reste, c'était de comprendre, d'apprendre un peu le technique de cinéma. Donc ça a aidé, mais c'était pas absolument nécessaire. Et de journalisme, du coup? Le journalisme, ça, c'est une façon d'apprendre à écrire plus court, je pense. Parce que sinon, mes écrits sont trop floraux, trop grands, trop longs, les phrases trop longues. Et avec un peu de journalisme dans le background, on peut voir à quel point les lecteurs ne veulent pas lire des passages de Proust tous les jours. Est-ce que Mississippi Solo est étudié à l'école? Oui, il est toujours étudié, pas seulement en France, mais aussi aux États-Unis. Pas seulement dans les lycées, mais dans les universités aussi. J'ai eu une lettre l'autre jour d'un professeur à William & Mary dans la Virginie qui était en train d'étudier Mississippi Solo. Donc, pas seulement un livre culte, mais aussi un livre de littérature que les gens, que les profs, que les étudiants trouvent pas seulement formidable et très bien, mais aussi très important. Est-ce qu'il est traduit à l'étranger? Il est traduit en français. Il est traduit en hollandais. Il est traduit en allemand. Et il va être traduit en anglais. D'accord. C'était en américain avant, mais les Anglais vont le publier bientôt aussi. Donc 30 ans après, c'est pas mal. Il a eu un sacré vie. C'est bien ce livre. Il n'y a plus de questions. Est-ce que tu as des conseils de lecture? Conseils de lecture, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu nous conseilles comme livre à lire en ce moment? Mississippi Solo, Jupiter et moi, et Harlem, et Paris en noir et blanc. Je ne sais pas. Il y a chaque chose pour chaque goût. C'est pas important de conseiller un livre à une personne. Il faut que les gens lisent, c'est tout. Ça, c'est une autre différence entre les États-Unis et la France. Les Français lisent. Ça, c'est formidable, un pays qui lit. Mais un livre que j'ai terminé il y a pas trop longtemps, je ne sais pas en français le titre, mais en anglais, c'est The Art of Hearing Heartbeats, donc l'art d'écouter les battements de cœur. C'était un truc absolument formidable. C'est une histoire d'amour, mais ouf, c'était fantastique. Très sentimental. J'étais en larmes à la fin de ce livre. C'était super. Bon. Les personnes qui sont en ligne, elles peuvent toujours continuer à poser des questions. Si vous voulez, si vous avez des questions à demander à Heidi Alaris, n'hésitez pas. Par exemple, comment est-ce que tu es arrivé chez Liana Levy? C'est un peu comme de même façon où je me suis tombé dans mon village en Charente.
le hasard total qui est devenu quelque chose de magnifique. Et je ne quitterai pas mon village et je ne quitterai pas Liana non plus. C'était formidablement propice. C'est un mot, ça aussi, chanceux. Quand Harlem est sorti aux États-Unis, j'étais dans une séance de lecteur. Oui. Je donnais une lecture. Et à la fin de cette lecture, une personne est venue vers moi, une Française, qui m'a demandé si j'avais une maison d'édition en France, une traductrice. J'ai dit non. Et elle s'est engagée de faire une traduction et d'essayer de la placer dans une maison d'édition. Avec beaucoup d'appels, beaucoup de je ne sais pas quoi, elle a trouvé Liana qui était réceptive. Et après je ne sais pas combien de temps, elle a accepté de traduire Harlem. Et depuis, je ne sais même pas dans quelle année c'était, mais depuis, j'ai trouvé une maison d'édition qui me convient absolument 100% formidablement. Alors, quelles ont été tes impressions de voir ton texte traduit en français? Bon, en français, c'était déjà la traduction, je trouve, très très bon, de Mississippi Solo. C'était formidable et j'espère que la traductrice Marie-Pascale va rester dans mon coin et de continuer à me traduire dans l'avenir. C'était formidable. Et de voir tous les autres livres aussi, c'était bien. J'ai jamais lu Harlem en traduction, mais les autres, oui. Et je trouve qu'il y a quelque chose de... C'est pas le même livre que j'écris en anglais. Ça donne toujours quelque chose d'extra. Et j'aime bien me lire en français. Et du coup, il n'y a pas vraiment de différence frappante, quoi. Non. Non. Non, je pense que la traduction de Mississippi Solo est pas seulement fidèle à l'anglais, mais aussi fidèle à l'esprit du livre. D'accord. Il y a quelque chose qui sort dans la traduction, et peut-être parfois, comme avec Jupiter et moi, il y a quelque chose qui sort dans le français qui n'était pas évident dans l'anglais. D'accord. Okay. Eh ben, merci Eddy de nous avoir accordé de ton temps, de nous avoir parlé de ton livre, de tes autres livres, de ton voyage. C'était très intéressant. Mais j'espère que c'était un peu intéressant et j'espère que mon français, je suis toujours douteux de mon niveau de français, mais j'espère que j'étais un peu compréhensible. Ah si, il n'y a pas de souci. Le français était très bien. Ben, merci beaucoup et plein de bonnes choses pour la suite. J'espère qu'on on pourra le refaire un jour, mais face à face en vrai. Oui. Bientôt, pourquoi pas, après. Oui. Franchement, je suis beaucoup mieux en personne que je suis sur un écran. Oui, je crois qu'on est tous pareils. Ben, merci beaucoup. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée.